Merci de nous avoir rejoints à cette rencontre Liège Créative en ligne. Et vous êtes nombreux ce soir, on en est vraiment ravis. Alors, je sais qu'on accueille pour cette conférence pas mal de nouveaux participants. Donc, je vais me permettre juste un petit mot d'explication sur le cadre et donc le Forum Liège Créative qui vous reçoit, entre guillemets, ce soir. Liège Créative, c'est une dynamique de l'Université de Liège qui a été lancée pour offrir un espace de rencontre permanent aux acteurs de l'innovation et surtout offrir un espace pour décloisonner les compétences, les savoirs, les disciplines et donc favoriser le partage des connaissances, des développements en cours et surtout soutenir l'innovation en région liégeoise. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est une façon pour nous de vous faire découvrir peut-être une méthodologie et une démarche d'innovation qui nous paraît particulièrement intéressante, une démarche d'innovation, vous le verrez, tout à fait bottom-up. Et ce qu'on espère, c'est de vous inspirer et de vous permettre d'échanger à travers notre forum des expériences, des questions, enfin de profiter de ce moment pour partager un maximum de choses et de problématiques que vous aurez envie de mettre sur la table à l'issue de l'exposé. Alors, on est vraiment très heureux de vous proposer la réflexion et cette problématique ce soir, une problématique qui est tout à fait criante d'actualité en pleine crise Covid, puisqu'on sait que le secteur des soins de santé est vraiment mis sous pression depuis plusieurs mois et que le Covid finalement est venu un peu comme un révélateur, mettre en lumière des problématiques et une situation difficile dont le secteur des soins de santé et peut-être malheureusement bien plus largement était déjà très conscient. Mais c'est un peu ce contexte et cette toile de fond sur laquelle s'appuie le travail de notre invitée ce soir, qui est Géraldine Hatchuel. Elle va peut-être nous faire un petit signe, voilà. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Tu diras peut-être un petit mot sur comment on a échangé au départ. Donc Géraldine, elle est la fondatrice de Chorégraphie, qui est une société française à mission. Et forte de son expertise en design d'expérience, elle va vous dire davantage ce que recouvre le terme de design d'expérience. Mais donc, forte de son expérience, elle a vraiment ressenti le besoin et l'envie pendant la première vague de la crise Covid en France de mettre son expérience, ses compétences et celles de son équipe au service du milieu des soins de santé en allant s'immerger dans différents hôpitaux. Elle expliquera vraiment sa démarche pour rencontrer les acteurs de terrain, discuter avec eux, observer leurs difficultés et surtout avec la finalité de proposer des pistes de solutions pour améliorer le quotidien du personnel qui était en première ligne. Ça, c'est un peu la base de ce qui va être partagé aujourd'hui. Ce qui nous intéresserait, donc, comme je le disais, c'est la démarche, mais c'est aussi la solution qu'elle a pu prototyper avec son équipe pour venir apporter des pistes d'amélioration dans un secteur fortement impacté. Donc voilà, on va parler aujourd'hui d'expériences transformatrices et voir les impacts que ça peut avoir dans le secteur des soins de santé, tout en sachant que cette démarche, évidemment, est applicable et transposable dans d'autres secteurs, mais aussi pour prendre soin des personnes soignées, évidemment. J'imagine que Géraldine le dira. Alors, avant de l'écouter, il nous tenait à cœur de revenir aussi un petit peu sur la Wallonie, puisqu'il s'est passé aussi pas mal de choses chez nous. Il y a eu aussi des initiatives qui ont été prises et beaucoup de solidarité pour soutenir le secteur des soins de santé. Et Lara Vigneron, qui est avec nous aussi, qui nous fait aussi un petit signe. Voilà, Lara Vigneron, qui est coordinatrice du WELL, le Living Lab en santé en Wallonie. Elle va vous expliquer aussi les missions du Living Lab, va partager différentes initiatives qui ont aussi été menées en Wallonie, principalement durant la première crise, j'ai envie de dire, enfin au printemps dernier, pour mettre un petit peu en perspective aussi ces différentes initiatives en Wallonie et en France. Donc, comme Delphine le disait, donc voilà, mon nom est Lara Vigneron, je suis coordinatrice du WELL, donc qui est un living lab dans le domaine de la santé, et on a démarré il y a un peu plus de 6 ans, donc en janvier 2015, sur le sujet. Et notre mission, c'est vraiment mettre l'innovation partout et toujours au service à la fois des patients, des seniors, mais aussi des acteurs de la santé au sens large. Alors concrètement, comment on s'y prend? Finalement, notre métier, ça va être d'accompagner
le développement de projets d'innovation et donc le développement de solutions innovantes en mettant en place une approche ouverte où on va impliquer directement à la fois des patients, mais aussi des professionnels de santé directement dans le développement des solutions. Et on va aussi également impliquer dans cette approche ouverte finalement toute partie prenante, tout acteur, tout partenaire qui fait sens au sein du projet. Donc, typiquement, un exemple, ça va être dans le cadre de développement de solutions plus technologiques, eh bien, des experts plutôt techno, que ce soit des sociétés, des centres de recherche, etc., vont également être impliqués dans les différents projets qu'on va pouvoir accompagner. Alors, typiquement, la méthodologie qu'on met en place dans tous nos accompagnements, elle est composée de 3 étapes. C'est d'abord une étape finalement d'exploration où on va essayer de bien comprendre les utilisateurs, donc ici les patients, les professionnels de santé, bien comprendre leurs besoins, leurs attentes, éventuellement les usages de solutions qui existent déjà et qui répondent peut-être partiellement déjà aux besoins. Deuxième étape, on va rentrer plutôt dans des phases de co-création, co-construction, où avec des utilisateurs, mais également par exemple des experts techno, on va commencer à développer des solutions. Et donc au départ, ça va plutôt être des solutions de type prototype pour arriver de plus en plus loin dans le développement et de plus en plus loin vers une solution finie. Et enfin, troisième étape, ça va plutôt être des étapes de test où on va grâce aux utilisateurs, pouvoir évaluer si finalement la solution qui est en cours de développement correspond bien aux besoins qu'on avait été identifiés. Donc, bien sûr, tout ça est un processus itératif où on va boucler plusieurs fois pour arriver au final à la solution terminée. Alors, lors de la crise Covid, parce qu'on a vu émerger au niveau de la région wallonne, mais également au niveau international, c'est toute une série de besoins qui ont émergé, alors des besoins de citoyens, mais également de patients, de seniors et de professionnels de santé au sens large. Ce qu'on a pu voir également, c'est toute une série d'initiatives en fait qui ont émergé de toute une série d'acteurs, mais également des citoyens, pour finalement répondre à ces besoins identifiés, en particulier si on parle du printemps. Et ce que je vais vous proposer, c'est finalement de vous présenter quelques-unes de ces initiatives qui font sens par rapport à ce que Géraldine, donc de chorégraphie, va vous présenter, en sachant qu'il y a eu beaucoup d'initiatives et que je ne pouvais pas non plus tout vous présenter. Donc, c'est juste quelques exemples représentatifs, mais il y en a bien eu d'autres qui ne vont pas être présentés ici. Et la première, c'est évidemment celle finalement de l'appel aux citoyens qui a été fait pour leur demander, dans la mesure du possible, de confectionner leurs propres masques pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour d'autres personnes, pour pallier ce manque de masques qui a été très criant lors du printemps de l'année dernière. Une autre initiative, là plutôt orientée vers le design, donc qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est finalement l'AVIC, donc qui est l'agence wallonne pour la qualité de vie, qui a contacté Wallonie Design et en particulier son Tex Lab, et donc son laboratoire de recherche lié au textile, avec une demande de pouvoir très rapidement et en grande quantité confectionner des blouses à l'attention du personnel soignant. Et donc, au niveau de Wallonie Design, il y a eu plusieurs designers qui ont quelque part mergé des modèles existants, 4 ou 5 modèles existants, pour arriver à un modèle final qui pouvait à la fois être confectionné très rapidement en région wallonne et en grande quantité. Et tout ça en particulier en faisant appel à des entreprises de travail adapté. Donc, ils ont pu fournir rapidement 50 000 blouses à l'attention du personnel soignant. Autre place où les designers ont vraiment une utilité très importante, c'est dans tout ce qui est par exemple aménagement de lieux publics, là où on peut trouver des grandes concentrations quelque part de personnes qui doivent toujours continuer à vivre, à travailler, etc. Et les designers ont été aussi fortement sollicités au travers des Fab Labs. Donc, ils sont des lieux finalement, on peut en trouver toute une série au niveau du territoire wallon, des lieux de prototypage où en fait tout citoyen peut aller, mais aussi des professionnels, où il y a des designers et qui ont été sollicités en fait en particulier pour la conception et la production de visières à l'attention également des hôpitaux. Ce qu'on a vu également sur un autre style initiative, c'est l'établissement de plateformes pouvant quelque part présenter toute une série de solutions. Alors là, on était plutôt sur des solutions technologiques, et donc supportées par Digital Wallonia. Donc des solutions plutôt présentées plus spécifiquement par des entreprises pour aider à la gestion de cette crise Covid. Et donc il y a eu par exemple la plateforme BioWin,
qui était un peu plus orienté pharma, mais qui pouvait mettre finalement en lien des entreprises, des investisseurs et d'autres types d'acteurs pour favoriser quelque part la recherche et le développement de solutions le plus rapidement possible. Donc toujours par rapport à cette gestion de crise, il y a eu la plateforme 150 nuances d'e-santé qui là présentait des solutions au niveau international liées par exemple à tout ce qui est diagnostic, suivi de patients. Et enfin, il y a une grosse initiative d'Agoria, là plutôt liée au respirateur et donc à la faisabilité de pouvoir très rapidement, le cas échéant, ce qui n'a pas eu lieu heureusement, mais de fournir sur base d'un partenariat public-privé des pièces de respirateurs. Et enfin, la dernière initiative que je voulais vous présenter, c'est une initiative qu'on a portée, donc nous-mêmes le WELL, en partenariat avec LifeTech Brussels, qui est un cluster e-santé de la région bruxelloise, où là aussi on a voulu mettre en avant, alors cette plateforme, elle avait deux volets, elle a toujours deux volets, toujours existante, mais un volet orienté solutions, où on a mis en avant toutes les solutions qu'on a pu trouver donc d'entreprises ou d'autres entités wallonnes et bruxelloises dédiées à la gestion de crise Covid pour la santé. Donc, c'était vraiment dédié à la santé pure. Donc, on n'était pas dans le loisir, etc., qu'on a pu trouver pour d'autres plateformes. Mais la caractéristique principale de cette plateforme, c'était qu'on avait un deuxième volet, le volet besoin. Et donc, en fait, notre objectif à la base était de pouvoir aller collecter les besoins, plutôt là des professionnels de santé, et en particulier des hôpitaux, pour pouvoir, au travers de la plateforme, finalement faire un matchmaking, et donc le lien le plus rapide possible entre le besoin identifié, et donc posté par un professionnel de santé, une structure de soins, et des solutions. Alors, soit des solutions qui étaient déjà sur la plateforme, soit comme la plateforme était ouverte, de pouvoir finalement de faire en sorte que des personnes extérieures puissent venir voir les besoins et éventuellement proposer des solutions ou faire des liens avec d'autres acteurs. Alors, comme retour d'expérience, finalement, ce que je peux dire, c'est que ça a été très compliqué à mettre en œuvre. On a reçu très rapidement, on a été en contact très rapidement avec toute une série d'hôpitaux, mais qui sont venus avec leurs besoins très urgents, et c'est normal, qui étaient plutôt donc des masques, des écouvillons, du gel hydroalcoolique et les pièces liées au respirateur. Et donc ça, nous, en tant que partenaire Well, LifeTech Brussels, c'était en partenariat avec toute une série d'autres acteurs. C'était pas notre rôle finalement de répondre à ces besoins. Par contre, ce qu'on a fait, c'est relayer toutes ces demandes vers les entités à la fois fédérales et fédérées qui étaient là pour répondre alors de manière plus ou moins efficace, en tout cas dans la mesure des possibilités, à ces besoins. Et par contre, ce qu'on avait tenté de faire au printemps, c'est d'aller chercher les autres besoins, peut-être les besoins un peu moins urgents, les besoins typiquement de suivi de patients, de diagnostic, d'aménagement, par exemple, des espaces au sein des hôpitaux, pour pouvoir donc répondre le plus rapidement possible à ces besoins. Et là, on s'est un peu finalement confronté à un mur, dans le sens où, et ce qu'on a parfaitement compris, c'est que quelque part, en tout cas dans les hôpitaux qu'on a contactés, mais je pense que ça aurait été dans le cas dans beaucoup de ces hôpitaux, il n'y a pas de personne qui était là pour collecter ces différents besoins. Et donc, c'était compliqué pour nous finalement d'aller chercher ces besoins et de pouvoir même les rentrer nous-mêmes sur la plateforme. On aurait dû pour ça quelque part être en contact avec tout le personnel hospitalier, finalement les bonnes personnes qui étaient capables d'identifier des besoins et de pouvoir les exprimer le plus clairement possible. On a essayé également quelque part de proposer des interviews téléphoniques, etc., avec des personnes pour aller chercher ces besoins. Mais force est de constater que ça a été très compliqué. Et finalement, ça n'a pas vraiment pris. Et donc, on a eu peut-être de mémoire une dizaine de besoins qu'on a identifiés, qu'on a mis sur la plateforme, mais ça n'a pas été aussi utile qu'on l'avait espéré. Et du coup, quand on a pris connaissance de l'initiative de chorégraphie, donc de ce qui va être présenté juste après, on a été vraiment très, très intéressés d'une part, mais aussi super impressionnés en fait par ce qu'ils ont pu mettre en œuvre, aussi à travers une approche très, très orientée utilisateur et finalement la qualité et la somme des résultats auxquels ils ont pu parvenir dans un laps de temps finalement très, très court déjà en nous. Ils avaient toute une série de solutions à proposer sur base d'une approche utilisateur. Et donc, ça me permet de faire la transition avec Géraldine et donc de lui donner la parole pour qu'elle puisse nous expliquer finalement ce qu'elle a pu mettre en œuvre dans le cadre de cette crise Covid. Merci Lara d'avoir rappelé aussi ce contexte wallon et cette transition est parfaite pour que Géraldine puisse rebondir directement
votre présentation. Merci beaucoup, Lara, pour cette très belle introduction. Et sur vraiment, ouais, c'est vrai que ce focus sur l'exploration des besoins qui est jamais évidente dans ce temps extraordinaire, au sens vraiment hors du commun que les soignants ont vécu. Et c'est vrai que ça a été notre premier constat, c'est que pendant que nous étions confinés chez nous, eux, ils étaient confinés à l'hôpital, à vivre finalement une histoire de crise jamais vécue auparavant. Et vraiment l'urgence que nous, on a ressentie chez Chorégraphie, c'est l'urgence de documenter ces expériences de vie et de crise, à la fois pour pouvoir en témoigner, en attester, et puis en tant que designer, pour pouvoir y répondre, ou en tout cas proposer des pistes d'amélioration. Et je vais commencer à partager mon écran. Là où ces pistes de solutions sont intéressantes, c'est que selon les dires des soignants eux-mêmes, elles sont en fait représentatives aussi finalement de problématiques qui ont cours dans l'hôpital, dans les CHU, dans les hospices, dans les EHPAD depuis un certain temps, et que quelque part cette crise a révélé aussi des problématiques qui étaient préexistantes. Et je voulais remercier du coup bien sûr Delphine de cette invitation, et toute l'équipe de Liège Créative, Marie-Ève, Marine, pour l'organisation de ce très bel événement. On est très impressionnés du nombre de personnes qui s'intéressent à cette initiative, et encore merci à tous les participants d'être là aujourd'hui. Alors c'est vrai que Delphine et Marie-Ève de mémoire, ainsi que Antoine qui est dans l'assistance, ont participé en juillet aux premières restitutions qui ont été faites des solutions auprès des soignants. Donc à la fois auprès des 12 soignants qui avaient participé à l'étude ethnographique, et à la fois leurs collègues ou d'autres soignants qui avaient envie du coup de voir à la fois la liste des problèmes entre guillemets qu'on avait identifiés, et la liste des solutions expérientielles qu'on proposait. Je profite juste pour introduire cette notion, en tout cas cette formulation solution expérientielle que je vais utiliser du coup dans le reste de mon intervention. Solution expérientielle au sens de non technologique a priori, c'est-à-dire que dans le cadre d'EHPAD, d'hôpitaux, etc., tout ce qui est digital, iPad, solutions technologiques n'ont pas du tout été favorisées. D'une part parce qu'en design d'expérience, on s'intéresse beaucoup aux dispositifs de relations, de médiation, voilà, qui passent pas que par la technologie. Et en l'occurrence parce que, j'imagine que vous le savez bien, les soignants et d'ailleurs aussi les résidents, les patients sont des gens qui sont, de par leur métier de terrain, ou du coup tout simplement leurs difficultés circonstancielles en tant que soignés, éloignés, on va dire, de la technologie. Alors donc pour revenir du coup sur la thématique et l'invitation de Liège Créative, il s'agit donc de vous présenter comment Chorégraphie en tant qu'entreprise à mission s'est engagée en temps de crise pour se centrer sur le prenons soin des soignants et du coup par ricochet, on va dire, des patients, mais avec ce focus soignant, donc qui n'avait pas forcément été beaucoup exploré au préalable. Hein. Les démarches du CARE sont très souvent orientées parcours patient. Et donc là, sur cette étude, on a vraiment orienté notre travail, notre ethnographie de crise sur du coup, les expériences de vie, les parcours soignants, et notamment du coup en temps de crise. Et donc, comme je vous le disais, c'est finalement un constat qui permet également de se poser la question plus générale du coup des pratiques managériales dans les institutions de soins, et dans quelle mesure du coup cette crise est révélatrice, on va dire, de problématiques qui avaient cours depuis longtemps. Et pour parler du territoire français en particulier, le directeur de la PHP, Martin Hirsch, a d'ailleurs beaucoup insisté sur le fait que les soignants vivaient bien sûr une période extrêmement difficile,
et qu'on pouvait faire en sorte qu'ils soient plus heureux en soignant mieux. Et cet axe finalement du bien-être des soignants et qui ne passe pas que par des réponses techniques, technologiques ou juste matérielles, est vraiment l'axe qui nous a semblé transparaître et être mis en lumière ces derniers mois. Je vais juste rendre un tout petit hommage au jury de design, donc de 3 grandes femmes du design qui ont participé à la sélection, au co-design des 30 solutions, puisqu'il a fallu en choisir sur les 120 qui avaient été créées, et qui nous ont fait part du coup de leur témoignage. Et je vais peut-être juste citer celui de Anne-Marie Sargueil, qui est donc la présidente de l'Institut français du design, lorsqu'elle a elle a donc pris connaissance de ces solutions. Voilà, elle a dit: c'est profond, c'est réel, les concepts sont limpides pour n'importe quel citoyen. On se demande presque pourquoi tout cela n'existe pas immédiatement. Alors, je vais peut-être voilà, anticiper un peu la suite de l'échange, mais bien sûr, pour que tout ça existe immédiatement, ce n'est pas si facile que ça. Adrienne Rex, qui est ici présente dans l'assistante et qui est médecin coordinatrice de l'EHPAD Les Musiciens, avec lesquels on a démarré la mise en œuvre de certaines solutions, pourra justement témoigner du coup des difficultés de dégager du temps, de changer les pratiques, et notamment bien sûr avec deuxième, troisième vague, phase de vaccination, avec un agenda qui est complexe. Et voilà. Et en même temps, vous le verrez, la plupart des soignants qui nous ont accordé ce temps, alors même qu'ils étaient en plein cœur de la crise, nous ont tous accordé plus de 2 à 3 heures de temps lors de ces entretiens. Et la plupart avaient vraiment en tête quelque part cette idée que si ce temps n'était pas dégagé, ce serait un vrai manque, on va dire, à la fois de documentation et d'anticipation des prochaines crises. Donc c'est toujours, on va dire, cet équilibre-là qui est difficile à trouver, mais qui peut être mis en œuvre. Donc, je fais juste une toute petite aparté sur Chorégraphie pour vous expliquer un peu le contexte de cet engagement et de cette entreprise. Donc, c'est une entreprise à mission. Vous pouvez d'ailleurs écouter ce podcast dans lequel j'ai été interviewée par Frédéric Villot de Mediatico, et dans lequel, du coup, je présente cet engagement. Et il se trouve que nous sommes membre fondateur de la communauté des entreprises à mission, qui est ce nouveau concept d'entreprise en France qui a été voté en 2019 avec la loi Pacte, et qui permet du coup à des sociétés de se doter d'une mission, c'est-à-dire d'une raison d'être, ainsi que d'objectifs sociaux et environnementaux qui, pour la première fois, sont véritablement indiqués dans les statuts de l'entreprise, et qui permet, en fait, ce qui paraît absolument incroyable de se dire ça aujourd'hui, mais qui permet en fait aux entreprises dans lequel le droit n'a toujours que protéger les actionnaires, de protéger sa mission et de la mettre dans les statuts, donc de pouvoir finalement perpétuer son projet initial, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelles que soient les ouvertures capitalistiques et autres. Et donc à ce titre, j'ai été élue tout récemment au comité de mission de la communauté des entreprises à mission, et ça fait partie d'une de mes missions de faire, on va dire, la promotion de ce nouveau statut, de cette nouvelle qualité d'entreprise. Et j'invite bien sûr toutes les organisations qui seraient intéressées à aller dans cette voie, de s'intéresser, on va dire, à ce statut. Je vais aller assez vite sur notre mission chez Chorégraphie, mais vous l'avez compris, il s'agit pour nous de faire de l'innovation, de la transformation, de la cohésion sur différents sentiers de transition à travers donc cette approche du design d'expérience, et nos engagements, nos objectifs sociaux et environnementaux
sont à la fois liées à l'inclusion d'un design au féminin. On n'a pas une équipe que féminine, mais on défend, on va dire, une approche particulière d'un design au féminin, de faire progresser donc la conscience de l'urgence climatique, de développer les pratiques d'inclusion et d'intégration du handicap et de faire progresser l'innovation, notamment par le design d'expérience et l'introduction des arts vivants. Donc, vous allez le voir, ce projet donc, rentre dans le cadre du 3e sentier de transition de chorégraphie qui est l'axe Soignons les soignants. Et il est porté par une démarche associative dont le véhicule est un véhicule de recherche-action qui est la chaire de design d'expérience soignant. Delphine m'a demandé de faire un tout petit aparté sur qu'est-ce que le design d'expérience. J'espère que je ne vais pas être trop longue pour pouvoir aller dans le vif du sujet. Donc, finalement, le design d'expérience, c'est cette discipline un peu nouvelle, on va dire qu'il y a une dizaine d'années, et qui vise finalement à mettre à la fois les outils, la démarche du designer, non pas que au service du produit, du service, mais finalement au service de stratégie, de parcours, et de permettre finalement de repenser à la fois des espaces urbains, des musées, des hôpitaux, toutes sortes de lieux dans lesquels il y a un espace, un temps dans lequel un scénario doit être pensé, pour mettre les acteurs beaucoup plus au cœur du parcours, en utilisant des outils d'analyse émotionnelle pour proposer des solutions en lien avec le ressenti, pour penser les scénarios en double empathie, en clarifiant les messages à la fois des designers et des expérienceurs. Et j'ai monté en fait chorégraphie, j'ai créé en 2016 suite à 5 ans de recherche-action sur le design d'expérience qui a abouti à la publication d'un livre qui s'intitule « Le design d'expérience scénarisé pour innover » chez FIP Édition, et qui est le premier propos modélisateur de cette discipline qui dépasse largement la notion de UX au sens expérience utilisateur dans le web, dans le numérique, etc., mais qui vient vraiment se positionner comme une discipline d'un design stratégique et comme finalement des outils, des méthodes complémentaires au management stratégique, à la stratégie, en tout cas à la façon de piloter la gouvernance, les plans d'action, mission, innovation, transformation. Je vais passer assez rapidement sur les outils, peut-être pour aller justement sur ce qui vous a amené aujourd'hui ici et vous expliquer comment cet engagement est né. Donc, vous l'avez très bien dit, Lara, Delphine. En fait, dès mars, on a été tous confinés chez nous et observateurs d'une crise absolument fondamentale, d'une vague phénoménale qui s'est abattue sur les soignants. Et il se trouve que nous avons été mandatés par le Lab ARS Île-de-France pour mener une étude sur 400 startups en France, en Italie, en Chine et en Corée du Sud, qui faisaient face à la crise sanitaire et notamment pour les professionnels de santé. Donc en fait, on a eu un panorama, très vite un panorama des différentes initiatives mondiales qui étaient portées pour les populations confinées et pour les professionnels de santé. Et ce dont on s'est très vite rendu compte, c'est que parmi ces startups, bien sûr, très peu avaient eu le temps de s'adapter, de pivoter, en tout cas de répondre aux besoins de ces soignants, puisque que 2 à 6% d'entre elles ont proposé des offres nouvelles par rapport aux soignants. La plupart ont, on va dire, adapté leur offre, que ce soit des offres classiquement soit de robotisation, d'IA, ou alors des offres de taxi, d'accès à la nourriture, ce genre de choses. Et donc, est apparu assez clairement que justement l'émergence des besoins et des besoins un peu inaccessibles à tous, qui étaient ces problématiques organisationnelles, relationnelles, émotionnelles,
finalement aussi d'organisation entre les soignants ne nous était pas accessible. Entre-temps, il y a eu des témoignages, il y a eu des reportages, etc. Mais ce vécu était vraiment extrêmement à part et c'est ce qui nous a poussé à très, très, très vite monter une typologie croisée de 12 soignants dans différentes régions de France, donc en passant par Angers, Le Mans, Lyon, Paris et j'en passe, et d'aller solliciter donc des soignants, pneumologues, réanimateurs, aides-soignants, infirmiers, toute typologie confondue, pour nous faire part de leur vécu. Et donc, bien sûr, comme je vous disais, certains ont été difficiles à convaincre ou étaient tellement au cœur de la crise qu'ils n'ont pas pu dégager de temps. Donc, on a fait des entretiens très souvent le soir, le week-end, mais tous ont perçu vraiment l'intérêt et quasiment le besoin existentiel de nous partager leur vécu. Et la plupart qui avaient accepté de nous accorder 1 heure, 1 heure et demie maximum, finalement, nous ont accordé 2 voire 3 heures et ont extrêmement, et ont été extrêmement finalement enthousiastes sur le moment qu'ils avaient passé avec nous, comme un espèce de parenthèse ou un moment à part de bilan sur ce qu'ils étaient en train de vivre et dont ils avaient conscience que personne n'en connaissait la couleur, entre guillemets. Donc, suite à cela, l'équipe s'est entourée de 12 designers bénévoles engagés, recrutés via différents réseaux de design recherche ou de design make sense. Et les solutions qui ont été créées ont été à la fois co-designées ensuite avec les soignants et avec des étudiants d'une école de design qui s'appelle la Sustainable Design School pour les peaufiner. Pour vous donner un peu les chiffres, on a fait émerger du coup de ces 30 heures de discussion avec les soignants ce qu'on appelle une banque de moments irritants et moments motivants de 150 moments irritants et 120 moments motivants. Donc, qu'on a pondéré, priorisé en fonction des occurrences et des répétitions, et qu'on a transformé en défi puis en solution. Il y a eu 3 jours de co-création avec les 12 designers, puis d'enrichissement de ces 90 solutions, à la fois à travers les soignants, à travers les retours de notre jury de designers et à travers donc, les étudiants de l'école en question qui a bien voulu participer. Suite à la création de ces 30 solutions expérientielles finales, l'histoire s'est écrite en marchant. Hein. Donc, on s'est posé la question de quelle était, on n'avait plus tellement de doutes entre guillemets sur la valeur de ces solutions. En revanche, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait les valoriser et finalement activer la mise en œuvre la plus rapide possible. Et donc à cela, la suite a été du coup de l'organisation d'un Ségur de design d'expérience. Alors, je parle à des Liégeois, donc peut-être que vous n'êtes pas connaisseur de ce mot Ségur. C'est un mot qui est utilisé donc en France. On parle de Ségur de la santé. Et en l'occurrence, en juillet-août, il se trouve que notre gouvernement s'est entouré à la fois de ministres et de consultants en organisation, en stratégie, pour établir un plan, un Ségur, un plan de soutien à l'hôpital. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce Ségur de la santé a été mené, on va dire, sur la base d'axes stratégiques globaux autour de rémunération, autour de
de mise en place de plans d'action, mais non basés sur des témoignages et des vécus de soignants de terrain. Et donc, il y a toujours un peu cette question de où va l'argent et comment est-ce qu'on oriente à la fois l'argent de ce plan et quel type de solutions peuvent être financées. Et c'est un peu là où on a senti vraiment l'importance de promouvoir notre initiative, puisque c'était à la fois une initiative qui finalement répondait à des vraies problématiques de terrain étudiées en profondeur, et surtout qui proposait des solutions qui pouvaient être mises en œuvre immédiatement. Voilà, contrairement forcément à une vision stratégique qui peut être parfois très macro, mais ne pas répondre à des enjeux de terrain. Et donc, à ce titre, suite au soutien du coup de plus de 60 participants français, on a décidé de créer une chaire de design d'expérience soignant organisée en plusieurs comités, des comités de recherche, des comités de design, des comités de communication, des comités de gouvernance, etc., pour finalement promouvoir et documenter le travail de la chaire. Et structurer à la fois son expérimentation, donc à la fois la mise en œuvre des solutions sur des terrains, donc des CHU, des EHPAD, des hospices, et à la fois un programme de recherche pour à la fois documenter les expérimentations et à la fois finalement promouvoir une nouvelle façon de penser les pratiques managériales et la culture du soin. Donc, je vais vous en parler un peu après. Alors, donc, j'ai beaucoup parlé de la méthode et de la démarche, mais vous aurez peut-être envie d'en savoir un peu plus sur ces 30 solutions. Je vais malheureusement pas pouvoir toutes les passer en revue, mais elles touchent vraiment à la fois des questions purement RH, donc avec des enjeux de prévention du coup des risques des soignants, à la fois d'anticipation de crise, à la fois de valorisation des compétences développées en temps de crise. Elle touche également le lien entre soignants et soignés, voilà, notamment en temps de crise, alors que les familles ne sont pas les bienvenues. Elle touche des questions de relations entre les soignants et leur domicile, et leur entourage, et leur voisinage. Elle s'introduit à la fois dans la salle de réanimation, dans les salles des urgences. Elle se pose la question de l'intégration de sas de décompression, des émotions des soignants au cœur de leur journée. Voilà, donc il y a une très grande variété à la fois de questions et de réponses derrière ces 30 solutions, qui ont toutes été, donc, comme je vous dis, enrichies, sélectionnées très finement avec les soignants. Et pour vous en montrer que 3, et pour vous montrer le mode de fonctionnement, donc vous voyez ici, vous avez la proposition qui est issue d'un moment irritant qui dit je ne connais pas le nom, ni les qualifications, ni le niveau de formation des soignants que je croise dans le service, en l'occurrence souvent en salle de réanimation, et je ne sais pas comment les solliciter, impossible de les reconnaître sous l'attirail. Donc, en fait, vous avez une grosse problématique en fait, dans les salles de réanimation en temps de crise, d'intégration de tout un tas de nouveaux collaborateurs, mais qui ont beaucoup de difficultés à travailler entre eux, puisque du coup, le niveau d'ancienneté, de compétences, de spécialité est absolument inconnu. Et donc, vous avez cette proposition du coup à la fois de blues et de brassard qui permet très facilement de reconnaître la compétence, l'ancienneté, l'identité des soignants. Ensuite, si je passe, j'arrive pas à passer à la suivante. Ça a bugué.
Ensuite, donc, ça, vous avez les premiers dessins des ateliers Zoom, puisque les ateliers se sont faits à distance. Vous avez le reporter de crise, donc, qui part d'un moment plutôt motivant. Ah non, pardon, excusez-moi, qui dit que, voilà, que la direction d'hôpital navigue à vue, que les cadres de santé donnent des informations floues et qu'il manque un journal hebdomadaire sur la vie quotidienne de la vie de l'établissement. Et donc, avec un vrai besoin, finalement, de collecter, transmettre, faire le lien, et d'avoir quelqu'un dédié ou quelqu'un ou un lieu. Est-ce que c'est une crisis room, une war room, un reporter, dessinateur, voilà, mais qui vient faire finalement le lien en période de crise. Ou bien un autre exemple qui est les covidialités, qui pour lui, celui-ci est spécifique des EHPAD, et on pourra en reparler un peu plus tard. Et alors du coup, excusez-moi, il y a une erreur sur le moment irritant, mais vous pouvez l'imaginer, le moment irritant en question, c'est du coup la difficulté des résidents des EHPAD qui sont absolument isolés, dû à l'absence de visite des familles. Et donc, l'écovidalité vient recréer du lien entre les soignés par le jeu, et pallier du coup le manque d'animation, de lien, de visite des familles. Alors, pour vous donner quelques témoignages, et je vais surveiller le temps parce que je ne voudrais pas être trop longue. Je crois que la présentation vous sera envoyée plus tard, donc peut-être qu'on pourra, vous pourrez les lire un peu plus tard. Donc voilà, donc cette chaire de design d'expérience soignant, pour vous expliquer un peu aujourd'hui maintenant comment elle fonctionne, et je vais pour ça du coup en parler en binôme avec Adrienne Rex, qui est parmi nous et qui est médecin coordinateur à Orpea, qui est un EHPAD, qui est un groupement d'EHPAD en France, et notamment de l'EHPAD Les Musiciens à Paris, dans le 20e. Et donc, pour vous expliquer comment on en vient à ce terrain d'expérimentation, et bien tout simplement, Adrienne s'est intéressée, elle va expliquer pourquoi à nos travaux, et notamment à une de nos solutions expérientielles qui est l'écovidialité. Et donc en fait, l'EHPAD a choisi une des solutions expérientielles qui lui convenait le mieux, donc qui était le plus en rapport avec leurs problématiques urgentes du moment. Et de ce qu'elle me disait récemment en lien avec de nouveaux cas Covid, voilà, on va dire que l'EHPAD s'est presque transformé en un bunker dans lequel personne ne rentre, et donc l'isolement des résidents est encore plus grand qu'avant. Et donc tout l'enjeu, une fois toute cette démarche de design d'expérience finalisée, est bien sûr d'adapter cette solution au terrain concret de cette EHPAD, et ça passe du coup par une nouvelle phase de création dans laquelle on observe, on étudie le nombre d'étages, le type de pathologie, les profils à la fois des résidents mais aussi des soignants, pour pouvoir créer et tester la solution adaptée à ce terrain d'expérimentation. Et donc, je vais, Adrienne, si tu veux peut-être prendre la relève sur les premiers retours. Oui, donc bonsoir à tous. Et effectivement, nous, on a démarré en fait un processus d'expérimentation au sein de l'EHPAD il y a quelques mois déjà, parce que, comme Géraldine l'a dit et comme vous le savez tous, nous sommes dans un contexte particulièrement difficile avec le confinement qui engendre finalement dans les EHPAD beaucoup de conséquences, et en termes de mortalité et en termes de conséquences de santé, de perte d'autonomie, de perte au niveau cognitif pour les résidents, puisqu'ils sont beaucoup moins stimulés, mais parce qu'ils restent la plupart du temps en chambre. Et même s'il y a des activités proposées par des intervenants extérieurs, on s'est rendu compte que finalement, la perte d'humanité entre eux et avec leur famille était presque plus, en tout cas de notre expérience, délétère
que le Covid aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a un double enjeu en fait dans l'intervention de la chaire soignant chez nous et de chorégraphie. C'est finalement, effectivement, essayer de trouver des solutions nouvelles et innovantes pour recréer du lien entre les résidents et recréer cette humanité, ce sens de la vie en fait qu'ils ont tendance à perdre évidemment, surtout que ça fait 1 an que ça dure, mais aussi recréer un dynamisme au niveau de l'équipe, travailler de façon tout à fait nouvelle, puisque nous, on travaille en France de façon assez descendante et pyramidale au niveau des organisations de santé. Et là, c'est vraiment recréer la dynamique d'équipe en mobilisant les différents intervenants. Donc, on a une petite team là avec le psychologue, avec la psychomotricienne, avec l'animatrice et moi-même. Et on travaille avec Géraldine, du coup, et Jessica sur un mode qui s'adapte aux contraintes actuelles, c'est-à-dire aujourd'hui avec des conférences visio. On leur a fait visiter les lieux en faisant des petits films. On a accompagné des résidents aussi à nos séances pour qu'elles puissent effectivement se rendre compte et de l'environnement en termes de locaux, mais aussi du type de résidents qu'on avait pour essayer le plus possible de trouver des solutions qui s'adaptent en fait à leurs besoins et à la réalité du terrain. Voilà. Donc nous, on est très enthousiastes et je vois que l'équipe l'est également parce que ça nous permet aussi évidemment de sortir de ces préoccupations Covid, mais de recréer du lien même entre nous au niveau de l'équipe. Donc ça, c'est vrai que je trouve que c'est particulièrement intéressant comme méthode en fait de travail pour accompagner le changement qui est bien nécessaire et effectivement que la crise Covid va quand même, je pense, permettre plus facilement si un jour, quand ça s'arrêtera. Voilà. On a un tout petit peu discuté avec Catherine Elsen avant cette réunion et elle soulignait que l'écoute finalement du terrain, en l'occurrence des soignants, des patients, est absolument très importante à la fois en amont, du coup dans l'émergence des besoins, la conception des solutions, et puis là, comme on le voit en aval, il y a une nouvelle boucle d'écoute à la fois des soignants et des résidents qui est extrêmement importante pour pouvoir produire, créer des solutions qui sont véritablement adaptées au terrain. Et du coup, notre regard de designer est bien sûr de prendre le champ de contraintes d'Adrienne, de l'EHPAD, etc., mais tout en gardant, on va dire, en ligne de mire cet enjeu des convivialités, donc les convivialités même en temps de Covid pour les résidents. Et voilà, et donc aujourd'hui... Géraldine, je me permets juste d'intervenir. Je voulais remercier Adrienne pour son témoignage. C'est parce que je vois que le temps passe et je sais qu'il te reste pas mal peut-être de points à aborder, mais comme il nous reste 10 minutes pour respecter quand même le timing qu'on a annoncé, je voulais peut-être inviter Catherine, si elle est d'accord, Catherine Elsen, qui est là. Du coup, je prends peut-être un peu de cours, mais comme tu l'as introduite en disant que vous avez échangé avant cette rencontre, Catherine, elle travaille à l'ULG, elle est chargée de cours à l'ULG, et elle est spécialisée dans les démarches d'innovation vraiment basées sur cette observation et cette implication des usagers. Je voulais peut-être t'inviter juste à réagir à cette démarche menée par Géraldine, qui pour nous paraît très innovante dans le milieu hospitalier. Qu'est-ce que ça t'évoque, voilà, par rapport au contexte ambiant et à la situation aujourd'hui qui est difficile dans les milieux qu'on a évoqués? Ok, bonjour Géraldine, merci beaucoup pour ta présentation. Effectivement, tout ce que tu nous dis là résonne beaucoup avec toutes les initiatives qu'on peut mener un petit peu partout, je pense, et je ne suis pas la seule ici dans l'Assemblée à porter haut les couleurs d'un design social, participatif, engagé, expérientiel. Donc, merci beaucoup de ton initiative à cet égard et l'initiative de ton équipe. Moi, ce qui m'interpelle peut-être le plus dans la posture que vous avez choisie pour l'instant, en tout cas, c'est de travailler essentiellement avec les soignants, peut-être un petit peu moins avec les soignés, en tout cas d'après ce que je peux comprendre. Et alors, j'aurais eu une question qui me trottait en tête pour toi, c'est de peut-être parler un tout petit peu plus des méthodes de co-design. Donc, tu as abordé les méthodes de recueil des données, ethnographie, entretien approfondi, observation, même à travers des petits films, etc. Mais qu'en est-il vraiment des moments de co-création
avec les soignants et les soignés? Et là, quels outils et méthodes as-tu pu utiliser? Alors, Jessica pourrait aussi témoigner, elle est dans l'assistance. Alors, chez Chorégraphie, on utilise à la fois des méthodes de création des conditions d'écoute, donc qui passent par échauffement corporel, visite même VIP virtuelle de la Story Room, donc qui est un lieu dans lequel il y a une dizaine d'objets expérientiels qui invitent à différentes postures créatives, narratives, de lâcher prise, il y a la suspensoire, etc. Ensuite, on travaille beaucoup avec les arts vivants pour générer de l'empathie envers les différentes situations. Et donc, pendant ces ateliers de co-création, Adèle, Jessica, moi-même, toute l'équipe avons synthétisé, on va dire, les rencontres avec les soignants via des scénettes, des courtes scénettes, donc pour lesquelles on était parfois même, on avait quelques objets de décor ou quelques objets de vestimentaire. Ensuite, on utilise beaucoup le ludique à travers des cartes pour faciliter et rythmer la création. Et on utilise des outils comme scénario fantastique, donc de création de narratives, de scénarios, pour inciter véritablement à ne pas rentrer tout de suite dans la solution technologique, technique, ou le moyen, mais vraiment repasser par le narratif, l'émotionnel, avant de penser la solution. Et après, vous l'avez compris, la méthode est extrêmement structurée, moments irritants ou motivants, transformés en défis, puis en solutions. Voilà, c'est vraiment toujours important pour nous d'en revenir à l'essence de la problématique telle qu'elle a été décrite à la première personne par le soignant, et ce qui permet en fait de toujours garder vraiment cette empathie tout au long de la création des solutions. Voilà, il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais à ce stade, c'est ce qui me vient. Je disais qu'il restait peu de temps, mais que ça serait peut-être intéressant que Géraldine puisse exposer, dans le cadre de la chaire que vous avez obtenue récemment, quels sont à la fois vos propres besoins pour développer cette chaire et quelles sont un peu vos propositions pour que les participants sachent éventuellement Oui. s'ils voulaient aller plus loin dans ce genre de démarche, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre ou comment s'y prendre. Alors, donc ce projet, il est bénévole depuis le début de son engagement. Et à la fois donc au titre de l'équipe de chorégraphie investie sur le projet, toute l'équipe a été mobilisée, et du coup de tous les designers bénévoles ou toutes les personnes bénévoles qui se sont adjoints à différents comités pour aider, on va dire, à la fois la chaire à se structurer et au premier terrain d'expérimentation de se monter. Et l'objectif, c'est pas d'en faire, on va dire, un axe de business pour chorégraphie, mais c'est plutôt de continuer dans cette logique associative, que la chaire s'autofinance via du mécénat, et que des terrains d'expérimentation soient sélectionnés en fonction de leur pertinence, voilà, vis-à-vis de la diversité des solutions choisies, des terrains, etc., et puissent bénéficier du coup de ces dotations en mécénat pour structurer le programme d'études sur 3 ans de la chaire. Et à ce titre, donc on a postulé à un fonds de la maturation de la MSH Paris-Saclay, la Maison des sciences de l'homme, pour le recrutement d'un post-doctorant sur la documentation des travaux de la chaire, puisqu'il s'agit aussi de pouvoir produire de la recherche au-delà des terrains d'expérimentation. On a également soumis donc à un papier. Il se trouve qu'il y a une revue de management stratégique internationale qui s'appelle l'IMS, qui, pour la première année en 2021, ouvre un track design et management
et incite du coup des acteurs du design stratégique à publier des papiers. Et donc, cette initiative fait l'objet d'une soumission. On travaille également avec en partenariat avec différentes institutions de formation, des directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'EHPAD, des directions ARS pour proposer des terrains d'expérimentation innovants, notamment lors de stages, et ainsi repenser la façon dont on forme et donc dont on manage une institution de soins, et participation à d'autres colloques. Et donc, en effet, Delphine, tu le disais, à ce titre, et je suis très heureuse que vous nous offriez cette tribune, en tout cas cet espace de dialogue, pour pouvoir à la fois faire appel à certains d'entre vous qui seraient intéressés, donc soit en tant que terrain d'expérimentation, qui souhaiteraient rentrer dans le détail de ces 30 solutions et potentiellement voir certaines d'entre elles résonner avec leurs problématiques actuelles, pour rentrer dans ce programme d'expérimentation et d'études, soit si certains d'entre vous travaillent ou sont en contact avec des fondations, avec des mécènes, permettre donc à cette chaire de se financer via du coup une contribution en mécénat. Donc voilà, je crois que c'est à peu près ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci.